Bonjour à tous. Je commence par vous remercier de l'intérêt que vous portez à nos solutions. Merci à tous les participants francophones basés en Belgique, en France, en Suisse, mais aussi aujourd'hui aux Canadiens et aux pays de l'Afrique du Nord qui sont avec nous. Merci de vous être inscrits à ce webinaire qui va nous permettre de partager et d'échanger autour des technologies Shure, à même d'apporter des réponses, des solutions aux nouveaux défis de l'enseignement hybride. La session du jour est enregistrée, elle sera mise à disposition, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube Shure France. Ce webinaire est animé par mon collègue Michel. Michel, je te laisse le soin de te présenter. Merci Enrique, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Michel Chevalet, je m'occupe des ventes et développement de marché ici en Suisse francophone. Comme vous pouvez sans doute le voir sur votre écran, je me trouve dans une salle de classe qui est désespérément vide, comme l'ont été la plupart des salles de classe depuis le début de la pandémie et le confinement qui s'en est suivi. Je suis donc en direct ici depuis Lausanne en Suisse, depuis l'école hôtelière de Lausanne, l'EHL, que je remercie chaleureusement. Juste avant, je me trouve ici juste avant la reprise des cours en présentiel qui est fixée à la semaine prochaine. Donc, merci à eux. Depuis plus de 125 ans, l'école hôtelière est pionnière de la méthode d'enseignement des métiers de l'hôtellerie, comme son nom l'indique. C'est donc depuis ici que j'interviendrai aujourd'hui sur les différents thèmes de cette présentation. Voilà, Enrique, je te laisse poursuivre. Yes, donc moi, Enrique Borges, je suis market développeur au sein de Shure dans la division système et je me trouve à notre showroom qui est sur la Défense à Paris. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, forcément au bureau, forcément pas très nombreux sur la Défense non plus, ce qui fait qu'on a du débit pour le webinar, côté positif. On a également avec nous, même si on ne le voit pas en vidéo, mais il est là, je pense que son aide sera des plus précieuses pour les questions-réponses à la fin surtout, notre collègue William Zadnik, qui est ingénieur application chez Shure. Donc vous n'hésitez pas, si vous avez des questions techniques, voire techniques plus, avec William on peut se permettre, et il se fera un plaisir d'intervenir en fin de présentation pour répondre. Donc posez vos questions au fur et à mesure. Il y a eu en fait un petit encart dédié à ça dans GoToWebinar, donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation, on les adressera à la fin. Notre agenda du jour, on l'a découpé en 5 points. Premier point, chronologie de la technologie. Faire un petit bond en arrière pour redresser un peu la technologie au niveau du monde de l'éducation. On va définir ce qu'on entend par le terme hybride, par enseignement hybride. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en dessous de l'hybrid learning, comme on dit souvent. Pas sûr que tout soit bien adapté à ça. Pas sûr que tout soit bien adressé pour cet usage. Du coup, on va vraiment remettre les choses au clair pour définir l'hybride selon Shure et puis surtout les réponses techniques qu'on peut apporter à ça. Pour ceux qui ont encore un doute, on va rappeler l'intérêt de l'audio, pourquoi l'audio est au premier plan dans tous les échanges, dans toute la communication. Point 4, ça va être sans doute le point le plus dense. En fait, on va s'atteler à vous présenter différents projets qui ont été réalisés dans les 12 derniers mois au sein de Shure. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir avoir différents besoins, différents cas d'usage qu'on rencontre nous régulièrement. L'optique pour nous, ça va être de vous présenter ce qui s'est petit à petit transformé en standard chez nous pour le monde de l'éducation. Tout n'a pas été à l'origine sizé pour l'éducation hybride. Il y a des choses qui étaient faites pour le full virtuel, mais qui petit à petit sont amenées à évoluer et vivre dans le monde de l'hybride justement. Et on terminera par le traditionnel moment questions-réponses en fin de présentation. Michel, on attaque directement avec la chronologie de la technologie. Merci Enrique. Plongeons-nous donc rétrospectivement dans les années 2000. Alors, j'ai bien compris pourquoi cette partie me concernait, vu que c'est un peu moi le vieux fossile de l'audio. Donc, on va y aller historiquement. Dans les années 2000 ou même avant, le rétroprojecteur de transparent et le projecteur de diapositive étaient les premières solutions adoptées massivement dans le domaine de l'éducation. La technologie était limitée, comme vous pouvez vous imaginer. Aujourd'hui, on peut certes en rire un petit peu, mais ces solutions donnaient entière satisfaction et ont véritablement lancé le boom technologique dans l'enseignement. On installait aussi à l'époque des systèmes audio, c'est quand même pour ça qu'on est là, des systèmes audio basiques dans les salles de classe avec typiquement 2 enceintes Hi-Fi et un lecteur de cassette. Quand bien même le lecteur de cassette, c'était sans doute un peu avant encore, mais je voulais faire un petit clin d'œil à l'inventeur de la cassette, Lou Ottens, qui est décédé au mois de mars cette année, paix à son âme. Voilà, et il faut quand même savoir que dans les années 2000, il y avait déjà le compact disque et il y avait déjà aussi la clé USB.
Donc voilà, on n'était pas si arriéré que ça. Ensuite est arrivé les présentations PowerPoint qui permettaient aux enseignants et qui permettent toujours aux enseignants de projeter des dias depuis un ordinateur, qu'il soit portable ou non, généralement avec un beamer, un vidéoprojecteur, n'est-ce pas, très bruyant au-dessus de la tête des étudiants. Cette méthode permettait aux enseignants de préparer leurs cours en avance et non plus d'écrire ou d'imprimer sur un dia avant le début du cours. Puis, on a observé une augmentation des espaces dédiés à la capture et à l'enregistrement des cours avec différentes sortes de microphones, qu'ils soient filaires sur des podiums ou sur le pupitre de l'enseignant, et même l'utilisation de microphones sans fil afin que les orateurs soient libres de leurs mouvements, comme je le suis aujourd'hui avec un micro sans fil. Généralement, du personnel technique était nécessaire pour l'organisation de ces événements. Et puis, l'enregistrement de ces cours, c'était ensuite conservé comme archive, voire même mis à disposition des étudiants. Puis est venu le VOD, la suite logique, VOD, Video on Demand, la vidéo sur demande, voire la diffusion des cours en direct live, et même le tout accessible en replay depuis Internet, avec une technologie encore améliorée, plus de canaux de microphones sans fil et moins de personnel pour exploiter ces systèmes. Tout ça, c'était avant l'année 2020. L'année 2020 a fait l'effet d'une bombe, et ce ne sera sans doute pas vous qui me direz le contraire. Il a fallu trouver une solution et donc une technologie immédiate, très rapide, pour faire face aux différents confinements et fermetures des classes, contrairement aux autres méthodes qui avaient été soigneusement mises en place, et on avait eu tout le temps de mettre en place ces méthodes-là. Alors que l'année passée, vous en conviendrez, c'était un petit peu rapide. Et puis, certaines de ces solutions ont été implémentées peut-être un peu trop rapidement, sans études, et ne correspondaient pas forcément aux exigences et aux besoins des professeurs et des étudiants. C'est d'ailleurs un point absolument essentiel. La technologie doit être adaptée à l'enseignant ou aux étudiants et non l'inverse. Les écoles et les universités ont dû s'adapter très rapidement à l'apprentissage hybride. Nos systèmes équipés de dernière technologie en matière de captation microphone, qu'ils soient sans fil ou de type multicapsule, on le verra tout à l'heure, ont été adoptés à grande échelle aussi dans l'enseignement, afin de permettre un environnement très dynamique et en constante évolution. Les premiers déploiements, vous vous en doutez, de tous ces équipements, de toutes ces nouvelles technologies ont été réalisés durant l'été 2020, évidemment au début de la pandémie. Vous connaissez sans doute les voitures hybrides, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que l'enseignement hybride? Enrico, je te laisse maintenant nous expliquer ceci. Enrico, tu veux que je sorte ma guitare pour te faire une chanson là? Exactement. Enrique, bien sûr, excuse-moi. Pas de souci, je te taquine. Du coup, hybride. Vous avez dit hybride. En fait, on a vécu et on vit encore une véritable transformation de la façon d'enseigner. C'est un bouleversement majeur dans le domaine. On a même certains professeurs qui qualifient ça d'une mini-révolution. Comme Michel l'a dit, quasiment du jour au lendemain, les professeurs, formateurs et autres intervenants ont dû passer au 100% virtuel. Quand la pandémie est arrivée, maintenant on doit passer à l'hybride. On est toujours en train de se renouveler et tout ça avec des laps de travail, des laps d'études qui sont très courts. Auparavant, le professeur il pouvait choisir entre le tableau classique, le vidéoprojecteur interactif ou l'écran tactile. À l'époque, il avait le choix, en fonction de son appétence pour la technologie, en fonction de la façon dont il souhaitait dispenser son cours, de sa pédagogie, entre, on va appeler ça les équipements traditionnels et les équipements numériques. Avec l'hybride, ce choix n'existe plus, il n'est plus d'actualité. Les professeurs doivent systématiquement utiliser la visioconférence et toute la technologie qui va avec, que ce soit les ordinateurs, les micros ou autres. Ça fait une grosse manne de technologie qui arrive entre les mains de tout le monde. Et contrairement auparavant, c'est plus une option, c'est vraiment devenu une obligation. Donc, pour imager un petit peu ce qu'on entend chez nous et la généralité en fait plutôt du discours concernant l'enseignement hybride, je vous présente ce joli visuel qui, selon moi, représente bien la complexité pour les profs de ce type d'éducation-là. Donc, on a donc un prof qui fait cours à des étudiants. Comme on le voit, il y a des sièges vides. Les étudiants sont donc moins nombreux, mais ils sont quand même là, devant le prof. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un prof qui doit dispenser un cours à 50% de la capacité de sa classe
Autrement dit, en fonction de la taille de la salle, entre 15 et peut-être 250 étudiants, est-ce qu'il a plus de facilité ou plus de temps à gérer tout ce qui va graviter autour? Quand je disais encore une fois tout à l'heure, ça va être l'ordinateur, la partie visioconférence, la partie prise de son. Pas sûr que le fait d'avoir 50% des étudiants présents en présentiel lui facilite la vie sur la façon dont il doit dispenser son cours. Ça reste un cours comme avant, j'ai envie de dire. La seule différence, c'est que en plus du cours comme avant, qu'on retrouve donc sur le bas de l'image, on attend du prof qu'il s'adresse également aux étudiants qui sont à distance, les étudiants qui sont en visio, en Teams, en Zoom, en Google Classroom, toutes les plateformes possibles et imaginables, elles sont diverses et variées dans le domaine. Mais comment faire en sorte pour un prof que les étudiants qui soient à distance se sentent autant concernés que les étudiants qui sont en présentiel? Comment faire pour les inclure, pour les intégrer au mieux? Comment capter leur attention? Comment les faire participer? Comment faire pour que, comment dire, le dynamisme soit commun entre les deux groupes? Beaucoup de questions qui arrivent du coup par rapport à ça. Il y a aussi une autre question qui va arriver sur la table, c'est qu'en est-il de l'égalité des chances? Qu'en est-il de l'équité entre les étudiants? Parce que oui, pour rappel, les étudiants, ils n'ont pas choisi d'être soit à l'école, soit chez eux. Ils subissent cette situation-là comme les autres. Par contre, le jour de l'examen ou le jour du concours, évidemment, ils ne pourront pas noter sur leur copie que la semaine où ce cours-là a été dispensé, où ce sujet a été abordé en classe, bah, ils étaient en distanciel et qu'ils n'ont pas bien compris. Qu'ils n'ont pas bien compris, par exemple, parce qu'ils n'entendaient pas correctement le prof. Ça fait beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de complexité qui est attendue et qu'on amène au professeur. On lui demande de faire preuve de beaucoup d'agilité, hein. Et du coup, il y a les problématiques pour le professeur et les problématiques pour l'école en termes d'organisation. Comment faire? Quel matériel choisir? Est-ce que c'est sécurisé? Comment faire pour que les investissements qu'on fait aujourd'hui, à court terme, en mode un peu urgence, puissent être bénéfiques par la suite pour les professeurs et pour les étudiants? Il est clair que toute la technologie qu'on met en place en ce moment dans les salles de cours coûte forcément. Comment sera-t-elle utilisée quand la pandémie sera terminée? Il y a plein de raisons, il y a plein de choses qui peuvent répondre à ces problématiques-là, hein. Typiquement, tout ce qui est situation de handicap, tout ce qui est accident de santé, etc., etc. Tout ça font que les équipements qui sont installés aujourd'hui perdureront dans le temps. Et les professeurs sont en train de vraiment créer une nouvelle façon d'apprendre, une nouvelle façon de dispenser un cours, donc ils vont de toute façon avoir besoin de ces outils-là. Et les profs, eux aussi, ils ont forcément des demandes, forcément des besoins. Ça reste encore une fois les premiers, c'est eux qui sont en première ligne de front, hein, c'est eux qui sont face aux étudiants ou face aux écrans. Demande des preuves classiques, bah, nous on veut une solution qui soit simple. On veut que la solution qui soit installée me permette de faire des cours comme avant. Et puis on a le prof de droit qui lui est contre la technologie parce qu'elle lui empêche de dispenser les cours de façon très magistrale, comme il le fait habituellement lors des procès ou autres. Bref, toutes les questions vont arriver à une même problématique si on peut globaliser le tout, c'est comment faire pour que la technologie soit au service de la pédagogie et pas le contraire. Petite question qui en réalité est très très complexe et on va essayer de vous apporter quelques éléments de réponse sur ces éléments-là. Hop. Donc, nouveau chapitre, l'audio est au premier plan. Alors, et pour le son, on fait quoi? Question que j'entends malheureusement trop souvent. On se rend compte empiriquement que quand un vlogueur, quand quelqu'un commence en fait à travailler sur une notion de captation audio associée à de la vidéo, en réalité, c'est systématiquement la vidéo qui va prendre le pas. Donc, on va commencer à se poser les questions audio à la fin. Question audio, c'est typiquement ce que j'entends souvent, c'est pourquoi une bonne visioconférence, c'est forcément une visioconférence où l'audio est impeccable? Pourquoi l'audio est si important? En quoi l'audio est encore plus important pour l'enseignement hybride? Pourquoi il est plus important que la vidéo, etc., etc. Des questions de ce type-là, on en entend tous beaucoup au quotidien, en tout cas dans notre domaine. En un mot, est-ce que l'audio est important? La réponse est oui. Pour vous le démontrer, je peux faire quelque chose de très simple que je vais vous faire à l'instant. Forcément, je suis convaincu du sujet, sinon je ne travaillerai pas chez Shure pour être clair. Et pourquoi l'audio est important? Je l'ai poussé à l'extrême en mutant mon micro, j'aurais pu dénigrer mon son, mais j'ai préféré le faire de façon très, très imagée pour le coup. Donc en plusieurs mots, l'audio est important pourquoi? Sur un cours hybride, il y a 2 ou 3 éléments. Alors les 2 éléments, c'est l'image, la vidéo du prof, la vidéo de la salle typiquement, le son. Ces 2 éléments-là sont tout le temps là. Et ponctuellement, on a un 3e élément qui a tendance à se standardiser, qui est le support. Le support, ça va être soit une présentation PowerPoint,
soit une vidéo du tableau du professeur qui va être diffusée. Et on se rend compte qu'il faut accorder une attention toute particulière aux aspects audio, parce que l'audio est toujours au centre du message. Comment vous l'imagez? Je vais utiliser un peu mon quotidien, qui est à mon avis le quotidien de beaucoup d'entre nous en ce moment. Quand on participe à une visio, quand je participe à une visio pour mon activité professionnelle, quand je regarde la télé, quand je regarde BFM TV, ce qui m'arrive malheureusement de temps en temps aussi, quand j'ai l'occasion d'assister à des interviews en visio qui passent à la télé, l'interview Teams, l'interview Zoom qui est devenu le standard pour beaucoup de télé malheureusement, on se rend compte que même si la vidéo elle a des petits défauts, si elle est moins qualitative que la normale, que le standard broadcast qu'on peut avoir à la télé, c'est de la pixelisation, du grain, du flou, peu importe quoi, tant que l'audio est clair, tant que j'ai un bon volume, tant que j'ai pas de distraction autre, le message est entendu, le message a une certaine portée. On va dire qu'avec un bon audio et une moyenne vidéo ou une mauvaise vidéo, je reste tout de même connecté au message. Ça, c'est un élément qui est important. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un étudiant, lorsqu'il est face à son écran, qu'il doit y passer plusieurs heures, plusieurs jours d'affilée, l'audio n'est dans ce cas-là également. Alors, je vais la refaire. L'audio est également prioritaire dans ce cas-là, en fait. Pourquoi? Parce que ça lui demande une attention particulière. C'est-à-dire que si la qualité audio n'est pas suffisante, il va falloir qu'il soit très concentré pour pouvoir travailler, pour pouvoir écouter la leçon, pour pouvoir bénéficier du contenu de façon à peu près correcte. Et on se rend compte que quand on doit se concentrer énormément pour écouter un message, on commence à se sentir fatigué. L'audition devient de moins en moins sensible et notre attention descend naturellement. Exactement la même chose pour les étudiants, pour le coup. Et ça a un nom, ça s'appelle la fatigue de l'auditeur. L'extrême de la fatigue de l'auditeur, c'est j'arrête la réunion ou j'arrête le cours parce que j'arrive plus à comprendre ce qu'on est en train de me dire, je suis fatigué, j'ai plus envie de faire l'effort ou je ne peux plus faire l'effort. Et dans les cas les plus extrêmes, ça peut même créer des inconforts, de la fatigue, voire de la maladie, la douleur de crâne étant le truc le plus classique que nous pouvons vivre quand on écoute des réunions de ce type-là. Donc oui, le son reste l'élément le plus important. Ok, on passe directement au point 4. Les projets réalisés, le point 4 sur 5, on est bientôt à la fin, mais comme tu disais, c'est bien le point 4 le plus consistant de tous nos thèmes du jour. Nous allons donc nous attarder maintenant quelque peu sur les exemples concrets des réalisations qui ont été effectuées durant ces derniers mois. Nous avons 7 cas à vous présenter. Le cas 1, un exemple typique d'utilisation de notre système sans fil SLXD en UHF, donc en fréquence. Enrique, je te laisse expliquer ceci. Donc là, c'est un cas client réel, c'est une école dont on ne peut pas citer le nom aujourd'hui malheureusement, qui souhaite rénover 3 salles de cours, qui sont des salles qui sont déjà équipées avec du matériel audiovisuel, dans lequel le client a rajouté un PC et une webcam pour faire de la visio, et il a voulu faire évoluer toute sa partie captation audio. Donc on part sur la solution SLXD chez nous, qui est une solution donc de diffusion micro HF numérique que j'ai. Donc là, vous avez l'étendue de la gamme qui est devant vous. Je vais pouvoir vous la présenter parce que je l'ai directement à côté de moi. Hop. La voilà. Donc vous avez au niveau de la solution SLXD 2 émetteurs numériques, un émetteur un canal, un émetteur 2 canals. Donc ça concrètement, c'est la boîte qui va être installée dans la baie ou dans un placard chez le client, qui va être le pendant des éléments qui sont apparents sur le côté, typiquement un micro-main que je pose ici, et ce qu'on appelle un micro pocket ou un micro cravate. Donc c'est les deux standards au niveau de la microphonie pour cet usage-là, en sachant que sur un micro pocket, sur ce micro pocket, il faut qu'on associe soit ce qui est le cas ici, un micro de type cravate, ou on peut aussi avoir des micros de type tour d'oreille. Vous avez un élément qui peut paraître anecdotique, mais qui pour le coup est ce que les professeurs ont en face d'eux au quotidien, qui est notre chargeur. Donc c'est un chargeur qui est en USB-C, qui est conçu pour être déposé en fait au niveau de la salle. Ce qui est important de noter, c'est qu'en fait le micro se met en charge, le ou les micros se mettent en charge directement dedans. Donc on arrive à avoir un système dans lequel vous n'avez pas de manipulation particulière à faire. J'ai pas besoin d'ouvrir le micro pour accéder à la batterie, pour mettre la batterie en charge dessus. Non, on n'attend pas ça de la part des professeurs. On leur demande juste de prendre le micro, de le mettre en fin de meeting ou en fin de cours pour eux, de le poser et de s'associer dessus. Donc charge directement mise dessus. Vous avez un petit témoin devant qui confirme que l'émetteur est bien en cours de charge.
Autre point important dessus, c'est que les émetteurs, que les récepteurs, pardon, que ce soit le simple ou le double, bénéficient d'un connecteur RJ45 dessus, qui permet en fait de faire différentes actions avec des automates, par exemple. On peut avoir un peu de supervision au niveau des équipements et on peut lancer des commandes également dessus si on le souhaite. Donc ça, c'est la gamme SLXD que vous avez devant vous. Voilà, encore une fois, je pensais que c'était intéressant quand même de se rendre compte de la taille des produits et un peu de la qualité des finitions également dessus. Donc on est sur des produits robustes comme chez Shure directement. Et le fameux chargeur pour les professeurs. Hop. Alors, je repasse sur ma caméra à moi et je vous relance la présentation. Donc l'effet de gamme, micro-main, plusieurs capsules dessus, micro-pocket comme je le disais tout à l'heure, récepteur simple, récepteur double, le chargeur de position et la batterie qui est optionnelle sur cette gamme de produits-là. Du côté droit, ce que je vous ai mis en apparence, c'est différents types de micros qui existent, qui sont du micro, comme je disais tout à l'heure, soit du micro-cravate, hop, qu'on voit ici, soit du micro serre-tête qui apporte un peu plus de confort souvent pour les utilisateurs, soit du tour d'oreille. Revenons sur le cas client. Donc chez ce client-là, ce qui a été retenu pour lui dans ces deux petites salles, parce que c'est des salles qui accueillent toutes les deux le même nombre d'étudiants mais qui sont de dimensions un peu distinctes, il a choisi de prendre un micro pocket par professeur. C'est des profs qui vont dispenser des cours de 2 à 4 heures au niveau de la salle. Du coup, ils ont besoin d'avoir un peu de confort et le client ne souhaitait pas que ses profs aient besoin de tenir un micro à la main durant X heures dans la journée. Parler avec un micro-main durant plusieurs heures, c'est très contraignant. Ça demande un peu d'habitude. Et encore une fois, il faut qu'on assure le moins de contraintes possible au niveau des orateurs. Donc là, le professeur, une fois qu'il est équipé avec son micro tour d'oreille, typiquement, il n'a plus à s'en occuper de la journée, donc ça lui apporte un peu de confort. Et il y a eu une des 3 salles qui a été équipée avec une solution double, donc et un micro-main qui est dédié soit pour le professeur, soit pour les étudiants, plutôt pour les étudiants au niveau des questions, ainsi qu'un micro-pocket habituel pour le professeur. Dans le cadre des salles qui ne sont pas équipées de micro-main pour les questions des étudiants, le professeur répète systématiquement la question de l'élève en salle pour que le site distant puisse l'entendre. Donc ça apporte un peu de contrainte. Après, l'avantage, effectivement, c'est qu'en termes de budget, c'est forcément plus économique parce qu'on n'a qu'un seul émetteur dessus. Donc voilà pour la partie SLXD. Hop. Voilà, numéro donc numéro 2. Pour toi, je reprends la main ici et puis on va vous présenter, on va voir comment une école de commerce a rénové son parc de microphones sans fil. Penchons-nous juste un instant sur les contraintes liées à la technologie HF. Alors, un émetteur sur une fréquence, donc un récepteur nécessaire. Un émetteur avec un récepteur. 2 émetteurs, 2 récepteurs, etc. Lorsqu'en plus les salles de classe sont adjacentes, on peut très vite se trouver dans les limites des systèmes UHF, typiquement avec la limite du nombre de canaux simultanés par bande de fréquence. On en est quand même à 32 avec le système SLXD, donc c'est déjà, vous voyez, un nombre assez conséquent. Mais enfin, si toutes les salles sont les unes à côté des autres, on peut vite se retrouver un petit peu coincé. Il peut aussi y avoir des perturbations des signaux UHF. Si vous avez une manifestation dans la cour de l'école et que quelqu'un vient avec un micro sans fil, il risquera de perturber vos micros existants. Et puis, 8 canaux, imaginez un système à 8 canaux de réception, ça fait 4 émetteurs doubles, ça prend de la place dans le rack. Donc, il existe des solutions, une autre solution, disons un HF aussi, pour résoudre ce problème. Chez Shure, nous proposons un système sans fil, évidemment, adapté aux utilisations dans plusieurs salles de cours en simultané, et c'est le système MXW. Alors, pourquoi faire ce choix? Parce que chaque salle de cours représente un défi d'un point de vue de l'audio, que ce soit du nombre de canaux, mais aussi un défi acoustique, parce qu'il y a des salles qui sont avec un temps de réverbération très important. En vous affranchissant des câbles, vous pouvez prévoir une captation sonore absolument maximale. Et les capsules de nos microphones sont issues de la gamme Microflex et sont spécifiquement conçues pour capter la voix humaine. Et puis évidemment, les interférences HF peuvent perturber les cours avec soit des pertes de signal, soit des bruits parasites. Donc, la gestion intelligente et automatique des fréquences, ce qu'on appelle la coordination des fréquences, est assurée automatiquement dans le système MXW, Microflex Wireless, ce qui vous assure
une grande fiabilité de la liaison sans fil. La technologie, c'est pas du UHF, c'est du 1,9 GHz. Donc, c'est une autre technologie, mais où l'on peut mettre jusqu'à 80 canaux simultanés en mode standard. 80, et même 80, oui, pardon, excusez-moi. Eh oui, c'est la Suisse, hein, qu'est-ce que vous voulez? Ah, 80 canaux en mode standard et même 140 canaux en mode HD haute définition. Avec une puissance moindre, mais plus de canaux. Et également, ce sont des systèmes qui ont une batterie intégrée et dont il suffit de prendre l'émetteur dans la main pour qu'il fonctionne. Voilà, donc là, je vais peut-être juste vous montrer un petit peu ces éléments parce que je les ai aujourd'hui à côté de moi. Ce système, il se compose de 3 éléments, évidemment. L'émetteur, alors dans les émetteurs, 4 possibilités. J'ai ici sur moi l'émetteur de poche. Je ne sais pas, on le voit peut-être pas très bien, mais je l'ai sur moi simplement autour du cou. Je le prends dans la station, je le passe autour du cou avec la sangle qui est livrée avec, et puis actuellement, là, lorsque je suis en train de parler, c'est donc le microphone Omni intégré dans cet émetteur de poche qui prend mon son. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement facile à utiliser. Il faut savoir que, en plus de ça, j'ai ici branché, vous le voyez sans doute pas non plus, mais j'ai branché ici le retour de la conférence. Je l'ai dans l'oreille ici. J'ai branché donc un casque et je peux avoir cette liaison bidirectionnelle. Donc, j'émets dans un sens et je récupère le signal de la conférence dans l'autre. Il va de soi qu'en général, on diffuse le retour du son dans les haut-parleurs de la pièce. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer le cas avec la connexion mini jack ici sur l'émetteur. Et puis les autres émetteurs de cette série MXW, c'est standard, je dirais, le micro à main, avec, comme je vous l'ai expliqué avant, ici la capsule qui est interchangeable, donc on peut la changer par d'autres capsules. Il suffit de le mettre dans le chargeur, de le prendre, et puis le signal sera fonctionnel. Et puis ici, un émetteur à col de cygne, c'est le MXV8. On peut choisir également la longueur du col de cygne. Donc cet émetteur-là, très intéressant pour les pupitres, pour même les pupitres d'enseignants. Et puis le dernier émetteur, c'est ici le MXW6, c'est l'émetteur à effet de surface. Celui-ci, il se pose sur la table. Je ne sais pas si on le voit peut-être ici, voilà. On le met sur la table et puis il prend le son qui sera également réfléchi par la surface de la table. Donc, ce système-là, je dois dire, est très utilisé dans les visioconférences. Mais ça pourrait aussi être le cas pour les professeurs. Voilà, ça c'était les émetteurs. Il y a les récepteurs. Je vous ai parlé avant des récepteurs. Lorsqu'on a plusieurs canaux, on a besoin de plusieurs récepteurs. Dans la série MXW, le récepteur, il y en a 3 modèles. Un modèle 2 canaux, un modèle 4 canaux et un modèle 8 canaux. Tout ça de la taille, vous le voyez sur le dia, de la taille d'un point d'accès, comme un point d'accès Wi-Fi, qui serait monté au mur dans la salle de classe. Et puis le troisième élément qui est très important aussi, c'est le chargeur. Ici, j'en ai un ici, on peut le voir. Et là aussi, c'est un chargeur qui va charger les émetteurs de la série. Et puis pour le professeur, rien de plus simple d'entrer dans la salle et de prendre le chargeur. Là, on arrive aux modes de gestion qui sont possibles avec ce système MXW. En fait, il y en a 2. Il y a le mode autonome. Comme c'est le cas, alors je crois que dans l'exemple que nous allons citer, ce sera plutôt le deuxième mode, mais ici en Suisse, typiquement, j'ai plusieurs universités qui utilisent ce système en autonome. Donc, chaque salle est équipée avec un récepteur, un chargeur et quelques émetteurs. Et le professeur arrive, les prend et commence son cours. Il y a donc certains clients qui préfèrent toutefois mutualiser les microphones afin de limiter leur investissement, entre autres. Enrique? Ouais, on appelle ça souvent le mode remote linking chez nous. Alors, pour vous présenter un petit peu le principe, je vous ai fait un schéma très primaire, très didacticiel, pour qu'on puisse imaginer un peu le tout. Hop, je passe au slide suivant. Alors, on va se mettre dans le cas d'un client qui a un bâtiment sur un campus avec 3 salles et 2 amphis, donc ABCDE, pardon.
La petite partie accueil, c'est l'accueil au sens propre du terme, au sens physique. Donc, on se rend compte que chacune des salles est équipée uniquement avec le récepteur. Donc, vous avez une borne qui est installée par salle. Hormis ça, l'ensemble du matériel est basé à l'accueil. Donc, il est 8 heures, j'ai un cours qui démarre dans l'amphi B. Du coup, le prof de l'amphi B arrive, il a réservé ses micros auparavant. La personne qui est au niveau de l'accueil prend les micros qui ont été choisis par le professeur, il les met dans le socle de charge. Vous avez une petite touche Link au niveau du socle de charge. Chaque socle de charge intègre sa propre touche Link, bien entendu. Sur la version 2, on la voit ici sur le côté, et sur la version 4, elle est au même endroit, sauf que la version 4 est un peu plus grande. Petit bouton Link sur le côté. Donc une fois que j'ai fait la démarche de mettre tous les récepteurs, de mettre tous les émetteurs au niveau du chargeur, je les intègre à l'intérieur, je clique sur le bouton Link, et à partir de là, automatiquement, tous les émetteurs sont pairés avec l'amphi B. Ce qui veut dire que le prof arrive en salle avec les micros qu'on lui a donnés, les micros marchent tout de suite dans la salle. Deuxième cours qui démarre, amphi C, le prof a réservé 2 types de micros qui correspondent plutôt à son usage. Il arrive, même logique, on se met dans l'émetteur, dans le chargeur de la salle C et on appaire. Donc on se rend compte qu'on est en train de faire une affectation dynamique des micros au niveau des différents espaces. Le côté positif de cette affectation dynamique des micros au niveau des différents espaces est qu'un prof a le choix, contrairement aux solutions à demeure. Quand je dis un prof a le choix, si je vais équiper la salle A de façon standard avec du matériel type SLXD ou avec du MXW en physique associé à la salle, quand je dis associé, c'est associé de façon physique, encore une fois. Dans la salle A, je vais choisir d'avoir 2 micro-mains, par exemple. Le prof arrive dans la salle A, il y a ces 2 micro-mains, il n'a pas le choix, il n'a que ça. Avec la notion de micro mutualisé, en fait, on ne va plus associer l'équipement à une salle, on va associer le matériel, en fait, on va associer l'équipement à un prof par rapport au type de cours qu'il soit dispensé. Ce qui veut dire que un prof pourrait utiliser du micro cravate, par exemple, dans tous les amphis, comme un prof peut utiliser du micro col de signe dans tous les amphis. Donc cette logique-là, encore une fois, permet de mutualiser les micros et d'une, alors acheter moins de micros. Hein. Concrètement, il y a vraiment un gain au niveau de la volumétrie des micros. On n'a pas des micros qui servent à rien. On a peu de micros qui servent à rien, qui ne sont pas utilisés dans les salles. Et surtout, on offre beaucoup plus de flexibilité et de modularité au niveau du prof, parce qu'il va choisir les micros en fonction de son besoin et non plus en fonction de ce qui est dispo, en fait, j'ai envie de dire. Donc ça offre vraiment beaucoup de capacité à l'usage. Donc là, le mode d'appairage, on l'a fait à l'accueil. Il y a autant de chargeurs que de salles. On ne va pas entrer dans le détail, mais il y a plusieurs autres façons d'appairer les micros. On pourrait choisir d'avoir uniquement un socle de charge à l'accueil. Et en fait, par l'intermédiaire d'un software qui est fourni avec le MXW, par l'intermédiaire d'un autre software de gestion chez nous qui s'appelle Systemon, ou par l'intermédiaire de solutions d'automatisation type Crestron, Extron, AMX et autres, on pourrait avoir un chargeur unique au niveau de l'accueil et dire maintenant ce chargeur-là, il est associé à la salle A. Pas de souci, j'arrive à ma réunion d'après. Maintenant, ce chargeur-là, il va être associé à la salle B, etc., etc., etc. Donc, je vais, de façon dynamique, affecter les micros à un chargeur et affecter le chargeur à la salle en fonction des besoins. Donc, les deux modes sont possibles, encore une fois. Soit j'ai un chargeur par salle à l'accueil, soit j'ai un chargeur unique et je l'associe au moment voulu, à l'instant T, quand le prof est devant moi pour récupérer ses micros, à la salle ou à l'amphi, qui va bien. Voilà pour la logique de gestion mutualisée du MXW. On passe au K3, c'est pour toi, Michel. Voilà, merci Enrique. Alors, le K3, typiquement un lycée en Ile-de-France qui souhaite créer une salle de visio sans contact. Alors, le microphone sans fil apporte toute une série d'avantages, dont le principal, celui de positionner le microphone au plus près possible de l'orateur et lui donner une grande liberté de mouvement. Mais que faire lorsque l'on ne désire absolument aucun contact avec le matériel? Donc, on ne veut pas toucher le microphone, on ne veut pas le prendre dans les mains. Et ce cas de figure s'est présenté quelquefois, vous pouvez bien vous l'imaginer, lors des derniers temps. Rappelez-vous, en 2016, nous avons présenté notre microphone de plafond, le NXA 910, doté d'une technologie de captation absolument révolutionnaire. Puis sont arrivés d'autres modèles par la suite, grâce à leur fonctionnalité avancée et puis elles-mêmes couplées
à un design complètement innovant, les élèves restent concentrés sur la discussion et non plus sur l'équipement. Donc, on ne va plus regarder le microphone du professeur, mais véritablement, c'est comme si on est dans la salle de classe avec le professeur. Aujourd'hui, en 2021, chez Shure, nous avons constitué un écosystème complet qui inclut désormais tous les éléments de la chaîne audio, du micro jusqu'à l'enceinte, en passant par le DSP. L'architecture audio flexible de notre écosystème le rend tout à fait adapté et puis évolutif aussi pour tous les types de pièces, que ce soit de petites salles de classe, des salles de séminaire, jusqu'aux amphithéâtres. L'écosystème est parfaitement adapté à l'apprentissage en classe, à distance ou en mode hybride, comme Enrique nous l'a présenté tout à l'heure. Les enseignants et les étudiants bénéficient d'une expérience, de conférence, une expérience de cours de très haute qualité, quel que soit leur emplacement. Tous ces éléments se connectent sur le réseau de l'entreprise, de l'école généralement, grâce à leur raccordement réseau unique, alimenté en PoE, Power over Ethernet, donc alimentation par le même connecteur via Ethernet. Un switch PoE est donc nécessaire pour l'installation de ces équipements, mais en général, on en a partout, dans tous les complexes, dans tous les campus, dans toutes les salles. Voyons rapidement les éléments qui constituent notre écosystème, voire même un système audio. On va commencer par les microphones. Le MXA 910, qui est un produit certifié Teams et Zoom, et ça c'est très important de le mentionner, c'est un produit qui va fonctionner avec ces codecs et même qui sera supporté par Microsoft et Zoom. Donc le microphone MXA 910, c'est un microphone matriciel de plafond doté de la technologie de pointe qui s'appelle Steerable Coverage. En fait, c'est une technologie où on est capable de bouger des faisceaux dans une direction donnée pour prendre des zones à capter. Ce microphone vous permet de configurer jusqu'à 8 lobes directionnels en 3 dimensions, avec une technologie autofocus. Pour lorsque un élève va se lever parce qu'il va poser une question, il se lève ou il va le bouger un petit peu, le lobe sera capable de le suivre dans un petit périmètre. Il existe également le MXA 710, qui est un produit que nous avons présenté il y a une année maintenant, un microphone linéaire de 2 et 4 pieds, donc 2 modèles différents, soit un modèle 60 cm, soit un modèle 120 cm. C'est vous le voyez ici, le deuxième depuis la gauche sur votre écran, le MXA 710 donc. Et même technologie que le MXA 910, multicapsule, un peu moins de capsules de prise de son, mais enfin une technologie similaire. Et lui, par contre, on pourra l'installer soit au mur, soit au plafond, soit sur une table. Le MXA 310, on ne va pas trop s'y attarder, c'est un petit microphone de table plutôt prévu pour la visioconférence avec 4 capsules à choix. L'Intellimix Room, alors nous avons donc du DSP chez Shure, nous faisons du DSP, je commencerai par le P300 qui est un modèle hardware qui a des entrées et des sorties Dante et c'est ici que l'on va faire tout le traitement pour une visioconférence réussie. Par exemple, l'égalisation, le mélange automatique, l'annulation d'écho acoustique, l'AEC par exemple, tout ça c'est des éléments qu'on a besoin lors des conférences. Et puis la réduction de bruit peut être très utile si on a une climatisation ou un bruit dans la salle. Donc nous avons le modèle hardware, le P300, et puis l'Intellimix Room qui est le pendant software du P300 qui lui va s'installer dans les PC, directement dans les PC qui sont équipés dans les salles de classe. Certaines salles de classe sont équipées d'un ordinateur et donc on peut faire le traitement dans l'ordinateur sans ajouter d'appareil supplémentaire. Et puis enfin le haut-parleur, ça c'est aussi une nouveauté chez nous, le haut-parleur Dante conçu pour les plafonds suspendus. Voilà, tous ces appareils peuvent être complétés par le logiciel System-On. Enrique, tu nous en as dit un mot juste avant. C'est un système qui permet de facilement surveiller les appareils en réseau Shure et sur lequel on peut programmer des alertes, notamment si un professeur devait quitter le cours avec son microphone sans fil, on saurait tout de suite de qui il s'agit.
Voilà, dernièrement, nous avons également ajouté la caméra Hudley IQ dans notre portfolio de produits. Vous pouvez la voir sur l'image. Et puis, c'est une caméra absolument discrète, toute petite, une caméra 4K dotée d'un objectif grand angle de 150 degrés environ, avec intelligence artificielle qui est capable de repérer les visages, les corps humains dans la pièce et ainsi de zoomer sur les personnes qui sont présentes dans la conférence. Voilà, pour revenir à notre cas numéro 3, donc un lycée qui souhaite créer une salle de visio sans contact. Nous avions retenu au préalable le positionnement de 2 microphones linéaires MXA 710 au plafond, un processeur P300, mixage et traitement, ainsi que 2 haut-parleurs dans le faux plafond. Mais il s'est avéré, alors là vous voyez le schéma sur votre écran. On le voit ici, on souhaite une connexion réseau avec le serveur central en système on. Bon, ben ça, c'est ce qui est un petit peu en dehors de la salle de conférence, mais dans la salle, vous le voyez bien, les 2 microphones plafond, les haut-parleurs et le processeur, le modèle hardware. Car le client désirait travailler en mode bring your own device. Il amène lui-même son ordinateur pour donner son cours et faire la visioconférence. Mais voilà, on a dû s'adapter à la contrainte budgétaire du client. Donc, au lieu des 2 MXA 710 120 cm originalement prévus, on s'est rendu compte finalement qu'un seul microphone allait également pouvoir faire le job. Et finalement, on s'est aussi rendu compte que le petit modèle suffirait, donc le modèle 60 cm, et c'est là notre grande force avec notre portfolio, c'est que nous sommes capables de nous adapter aux demandes et aux besoins des clients, qu'ils soient budgétaires ou qualitatifs. Ensuite, le client nous a dit, non mais finalement, je ne vais pas faire de bring your own device, je ne vais pas amener moi-même mes appareils, j'utilise l'ordinateur qui se trouvera dans la salle. Dans ce cas, notre écosystème est tel que toutes les solutions sont envisageables. Et puis, on est resté sur une solution sans contact et on a installé l'Intellimix Room, donc dans l'ordinateur de la pièce, pour résoudre ce cas. Voilà, pour conclure, le matériel retenu, comme vous le voyez, un MXA 710, la petite version, une licence Intellimix Room, et puis du haut-parleur MXN 5W-C. Et puis également une caméra Hudley dans le cas présent. C'est d'ailleurs ce que j'ai ici aussi dans cette salle de classe. Mais le MXA 710 ne se limite pas à une utilisation exclusive au plafond, comme ça a été le cas dans cet exemple. Enrique, tu vas peut-être nous parler d'un exemple d'une installation effectuée chez nos collègues allemands pour capter un professeur dans un amphithéâtre. Pour le cas numéro 4, qui est aussi un cas d'amphithéâtre sans contact en fait, demandé par le client, avec en l'occurrence une exigence de facilité au niveau de la prise en main par les professeurs. Donc on nous demande clairement des solutions qui sont prêtes à l'emploi. C'est un peu ce que demandent tous les clients de toute façon, où on n'a pas besoin de s'appareiller. Je vous montrais tout à l'heure les micros sans fil. Très bonne solution, pas de contrainte par rapport à ça. D'un point de vue technique, j'entends. Par contre, d'un point de vue fonctionnel, mettre un micro cravate, ça, c'est une opération à faire plus ou moins évidente pour certains. Il y a des clients qui souhaitent clairement ne pas retenir cette solution-là parce qu'appareiller les gens, c'est contraignant. Ça veut dire qu'il faut préparer, il faut que le prof arrive avant, etc., etc. Solution qui a été retenue pour cet amphithéâtre-là, donc beaucoup de hauteur sous plafond. Alors, on ne les voit pas forcément très bien sur cette photo, mais ils sont là. Vous les verrez mieux sur la prochaine. Hop. On a 2 MXA 710 4 pieds, donc 120 cm, qui ont été installés en face avant de la salle. D'accord. L'optique, c'est que ces 2 micros avec leur positionnement qui a été réalisé à ce niveau-là, permet de capter le prof partout tant qu'il est sur l'estrade. Donc en gros, il a une liberté de mouvement d'à peu près 10 à 12 mètres de large sur 3-4 mètres de profondeur. Donc pour faire simple, le prof, tant qu'il est face aux étudiants dans cette zone-là, on l'entend parfaitement. Il n'a pas besoin d'être appareillé ou autre. Donc ça apporte beaucoup de facilité parce qu'on demande juste au prof d'arriver, d'être à l'endroit où il doit faire cours d'habitude et les gens qui sont en distanciel l'entendent très très convenablement, ce qui est vraiment le but, pour ne pas dire de façon prédiable. Donc là on voit l'intégration en vue de côté. Forcément simple à intégrer, il n'y a que 1 RJ45 pour chacun des micros, donc c'est peu complexe en termes de passage de câble et ça permet, comme le micro est très très fin, d'avoir une intégration discrète et vraiment design au niveau de la salle. Donc pour info, le client, c'est une école de droit qui s'appelle Bucerius Law School, qui est basée à Hambourg.
qui nous a fait confiance par rapport à cette technologie-là. Et aujourd'hui, ils en sont très satisfaits. Encore une fois, on avait la contrainte de ne pas pouvoir mettre de micro-plafond parce qu'on avait vraiment beaucoup trop de hauteur dans l'amphithéâtre et le client ne pouvait rien mettre de suspendu parce qu'on a une vidéoprojection assez massive qui est existante au niveau de la salle. Donc, du sans contact dans ce cadre-là. L'intérêt de l'écosystème, c'est qu'on ne va pas pouvoir le faire en micro-plafond. Ben, on va passer sur du micro-mural pour apporter encore une fois des solutions et s'adapter à l'environnement. On est vraiment là pour, avec notre portfolio, avec notre écosystème, prendre en compte les contraintes et les besoins de chacune des salles, prendre en compte les usages de chacune des salles et apporter la bonne solution. Donc, au niveau de la configuration dans cette salle-là, donc, il y a eu deux MX A710 en 120 cm qui ont été retenus, un Intel MX P300, donc la version hardware de la configuration. C'est une salle qui est équipée soit en BioIOD, soit en équipement à demeure. Les deux sont possibles. Et pour information, le client a souhaité également retenir un petit bouton dont on n'a pas encore parlé chez nous, qui se connecte toujours en RJ45, qui fait toujours partie de l'écosystème. Donc, qui parle avec les équipements de chez nous, il parle avec l'Intel MX en l'occurrence. Et ça permet pour les profs qui sont réfractaires quelque peu à la technologie de ne pas avoir à toucher à un écran tactile, de ne pas avoir à toucher à quoi que ce soit pour muter la salle, pour qu'on ne les entende pas. En fait, ils ont un gros bouton poussoir qui est présent sur le desk. Les profs arrivent, ils appuient sur le bouton MX Mute et on ne les entend plus. Donc, ils font souvent ça au début des réunions, au début des cours quand il y a un peu de brouhaha. Une fois que le cours démarre, ils se démutent et ils commencent à parler naturellement. Donc, en gros, la seule chose qu'on demande au prof, c'est être dans la bonne zone et appuyer sur un gros bouton qui ressemble à un buzzer quand il veut muter pour être sûr que les autres personnes ne l'entendent pas. Donc, ça reste très accessible et très simple. Donc, vous voyez, avec peu de composants, au final, on arrive à rendre une solution viable et efficace, encore une fois, pour répondre aux besoins des utilisateurs. Voilà pour le K4. K5. Très bien, alors j'enchaîne directement, merci Enrique, j'enchaîne directement avec le K5 qui est le cas d'une école hôtelière qui équipe ses salles avec des micro-plafonds. Donc c'est tout à fait l'exemple que j'ai ici à Lausanne, dans l'école hôtelière de Lausanne. On a choisi le MXA 910, le client a bien voulu nous faire confiance avec ce microphone-là. Pourquoi? Parce que c'est un microphone qui est invisible, on ne le voit pas, il n'y a pas de câble apparent, vous êtes libre de vous exprimer où que vous vous trouviez. Sachez que c'est un microphone qui a plus de 100 éléments microphoniques et puis le microphone est équipé de processeurs, donc de la suite DSP IntelliMix qui apporte toutes les fonctions que je vous ai énumérées tout à l'heure, allant de l'AESC, l'annulation de l'écho, jusqu'à la réduction du bruit en passant par tout le reste. Passons à la zone de captation. Je tiens juste à préciser que ici, actuellement, j'utilise un micro sans fil. Si vous voulez écouter le son du microphone MXA 910, on aura peut-être le temps en fin d'émission. On verra comment ça se passe. Je devrais me basculer sur le réseau ici de l'école et puis peut-être qu'on arrivera à vous faire une petite démonstration. Mais enfin, sachons que vous avez ici une image des différents lobes qui ont été créés. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y en avait 8 pour le MXA 910. Ici, on en a dans l'exemple marqué là, on en a 7. 7 lobes. Et c'est sans doute le principal avantage de notre microphone, c'est la création de ces lobes. Ici, vous remarquerez que les 3 lobes avant sont localisés sur la zone dans laquelle l'enseignant se déplace la plupart du temps, qui est donc la zone ici devant le tableau. On peut même rendre ces lobes prioritaires. Donc, la priorité de ces lobes, c'est très intéressant parce que lorsqu'on en a plusieurs qui sont enclenchés en même temps, ça aussi on peut le limiter, mais lorsqu'on en a plusieurs en même temps, le professeur aura la priorité sur les autres lobes. Les lobes arrière étant, eux, ajustés sur les élèves qui sont dans la pièce. Passons maintenant à la zone de couverture, parce que ici, alors, pas dans cette salle, mais on aurait pu y mettre également des haut-parleurs. Et ici, les haut-parleurs, on le voit dans notre logiciel Designer, on est capable de positionner très précisément les haut-parleurs, histoire de savoir déjà le nombre de haut-parleurs qu'on a besoin pour une certaine pièce. Parce que dans le logiciel Designer, on peut repérer ces anneaux, les anneaux que l'on voit ici à l'écran. En l'occurrence, il y en a 3 par haut-parleur qui correspondent à des atténuations du son de -3, -6 et -9 dB. Voilà, donc les anneaux se déplacent au fil du réglage de la hauteur de l'appareil, bien évidemment, et puis de la hauteur de l'auditeur aussi, pour pouvoir configurer le système de façon
Extraordinaire. Le matériel retenu de ce projet était donc ici un MXA 910 avec des ANI USB Matrix. Alors là, on n'en a pas forcément parlé non plus, les ANI USB, mais le ANI USB, c'est notre interface qui va faire le lien entre le signal du microphone et l'ordinateur du professeur. Donc c'est un P300, on a parlé de P300, sauf qu'il n'a pas de DSP, il n'y a pas de processing. Vu qu'il est dans le microphone, on n'en a pas forcément besoin à l'autre bout. Donc ici, nous avons utilisé l'ANI USB et puis 4 haut-parleurs MXN5 pour l'exemple. Voilà, nous avons vu donc la technologie adéquate pour une salle de classe de taille moyenne équipée de MXA 910. Mais que se passe-t-il lorsqu'une salle est si grande que les étudiants et les professeurs ne s'entendent pas de façon acoustique? Et donc, je reprends la main pour le cas numéro 6, les amphithéâtres 2.0 d'une business school. On va aborder pas mal de choses un peu plus complexes sur cet amphithéâtre-là, sur cet exemple-là. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le côté, on pourra vous accompagner pour y répondre par la suite. L'optique, c'est que je vais essayer d'imager de façon simple et de transposer ensuite à l'amphithéâtre pour qu'on puisse un peu comprendre le tout. Donc, vous avez l'amphithéâtre sous les yeux, il fait un peu plus de 200 places, donc amphithéâtre assez conséquent. Pour nous simplifier la lecture, vous verrez par la suite, je l'ai schématisé avec les 3 zones d'écoute, plus une zone pour les orateurs principaux, donc les professeurs en l'occurrence. Donc là, captation audio assurée au plafond, vous voyez, il y a 5 MXA 910 qui ont été installés. Vous avez une solution de micro sans fil MXW qui a été installée parce que le client loue ponctuellement cet amphithéâtre-là à l'extérieur, pour des personnes extérieures, et il y a des personnes qui ne souhaitent pas capter le son par le plafond, qui préfèrent avoir un micro à la main ou autre. S'il y a des chanteurs qui viennent sur scène, typiquement pour des petits événements de ce type-là, ils ont besoin d'avoir un micro à la main. Et System On, on n'en a pas parlé en détail aujourd'hui, mais si vous voulez, on pourra rentrer un peu plus dans le détail dans un autre webinar, qui est vraiment l'outil de supervision complet au niveau de la solution que nous, on préconise sur toute taille de client. Ensuite, des produits non Shure qui sont intégrés. Encore une fois, je dis souvent qu'on est une brique de la construction de la maison, mais on est compatible avec toutes les autres briques et avec toutes les autres fenêtres, avec toutes les autres portes que vous souhaitez mettre. Donc là, il y a un processeur audio d'une marque tierce, des enceintes amplifiées de marque tierce en suspendu qui ont été installées également, un automate et 4 caméras. Donc, on va parler de VoiceLift pour commencer. Demande à la mode, concrètement. En ce moment. Alors à la mode, pourquoi? Parce que le besoin se fait énormément ressentir et je vais essayer de vous l'expliquer de façon très simple, très accessible pour vous expliquer ce qu'est le VoiceLift. Donc là, vous avez l'exemple d'une salle où on va être sur une table qui va faire 7,60 m de large à minima et une salle qui fait 10,70 m de long à minima. Donc la hauteur sous plafond n'est pas une contrainte pour la partie VoiceLift. Par contre, si vous avez moins de 7,60 m entre le speaker et le dernier orateur, le VoiceLift n'est pas utile. Il est utile que quand on dépasse ces dimensions-là. Alors, c'est des règles générales qui sont notées dessus. Après, ça va être affiné en fonction de l'acoustique. Bref. Donc, 2 enceintes au niveau de la salle. Enceinte de gauche, zone 1. Enceinte de droite, zone 2. Jusqu'à présent, tout va bien. Et tout va continuer à bien aller. Donc, j'installe un MXA 910 au centre de la salle. Le principe du VoiceLift, ce qu'on appelle en France renfort audio local, c'est que quand la personne qui est située dans la zone 2, donc à droite de l'écran, parle, vous avez un faisceau du micro qui va aller vers lui, qui va être ouvert, donc on va l'entendre dans le micro, d'accord? Et son son est renvoyé dans le haut-parleur qui est au-dessus de la zone 1. Autrement dit, la zone 2 et la zone 1 sont trop distantes. Quand la personne de droite parle, la personne de gauche ne l'entend pas correctement. Donc, je vais renvoyer le son de la personne de droite uniquement sur les haut-parleurs qui sont du côté gauche pour apporter du renfort audio, du confort au final à cette personne-là. S'il y avait des personnes qui étaient installées sur le tour de la table, sur le côté, elles n'en auraient pas besoin parce qu'elles sont assez proches et qu'elles entendent sa voix de façon distincte. Le but du VoiceLift, c'est que l'ensemble des personnes en salle entendent de la même façon que si elles étaient à côté de l'orateur. On n'est pas sur de la diffusion audio. Le but, c'est pas d'envoyer le son super fort. Ça sert pas à ça, le VoiceLift. Le VoiceLift, encore une fois, c'est faut que j'entende dans les temps loin comme si j'étais à côté. Donc, la personne de droite parle, j'envoie sur le haut-parleur de gauche. La personne de gauche parle, j'envoie sur le haut-parleur de droite. Très simple, très basique. Ça marche aussi bien avec 2 qu'avec un micro, qu'avec autant de micros que vous le souhaitez. Au final, on n'a pas trop de contraintes par rapport à ça. Et là, vous avez une discussion qui est en train d'avoir lieu
Donc la personne qui est en zone 1 est captée par ce micro-là, elle est rediffusée sur les enceintes de la zone 2. La personne qui est en train de parler dans la zone 2, elle est captée par ce micro-là, elle est rediffusée par les enceintes de la zone 1. Voilà pour le voice lift. Maintenant, on revient à l'amphithéâtre et je vais transposer le voice lift à l'amphithéâtre. Pour qu'on soit sur quelque chose de très simple à appréhender, de visuel, j'ai représenté de façon assez primaire, j'ai envie de dire, encore une fois, l'amphithéâtre en vue de dessus. Donc côté gauche, ça correspond au côté gauche de l'auditoire, côté central, côté droit de l'auditoire. Là, vous avez l'estrade, qui est très ample sur cet amphithéâtre-là. Les 5 micros MX910 qui sont présentés par des carrés au plafond, et les 12 enceintes qui sont présentées par des petits ronds verts. Donc, si le prof est sur l'estrade, les seuls micros qui vont être utilisés vont être les 3 micros qui sont sur la face avant. Donc là, on va dire que le prof est sur l'estrade en position centrale. Donc, je vais utiliser uniquement le micro sur la face avant centrale et je vais utiliser uniquement le lobe qui est orienté vers l'orateur, qui serait positionné ici. Ce qui veut dire que si je capte le son à cet endroit-là, je vais renvoyer le son dans tous les haut-parleurs de la salle. Par contre, je ne vais pas le renvoyer sur l'estrade puisque les gens sont assez proches pour l'entendre. Je n'ai pas besoin de faire de renfort audio. Je continue cette logique-là. Donc, j'ai un étudiant qui veut poser une question en fond de salle. Donc, on l'autorise à poser la question, on ouvre le micro. À partir du moment où l'étudiant pose la question, je vais pouvoir rediffuser la question avec un volume de 100% sur tous ces haut-parleurs-là. D'accord? Et en fonction de l'acoustique des pièces, on pourrait même, sur les 3 haut-parleurs qui sont sur le côté, à cet endroit-là, diffuser du son, mais avec un niveau plus bas. Donc, je pourrais diffuser avec un niveau 50% sur ces 3 haut-parleurs-là, un niveau à 100% sur tous les autres haut-parleurs, et le haut-parleur qui est au-dessus de l'étudiant, pour le coup, lui ne diffuse pas sa propre question pour qu'on évite les effets de Larsen. Une fois qu'on a compris cette logique-là, on va parler de tracking, ou plutôt de framing, ou d'association de preset caméra à un preset micro. Donc là, je rajoute 4 caméras au niveau de la salle. Donc c'est un amphithéâtre réel qui a été, le client a choisi de mettre 4 caméras dans cet amphithéâtre-là. De façon assez simple, on se rend compte que le micro est capable de dire où est l'orateur. On sait qu'il est en train de parler par ici. Et ben, par l'intermédiaire de l'automate, le micro parle à la caméra et on va faire un rappel de presets pour qu'on puisse venir zoomer dans cette zone-là, pour qu'on puisse venir filmer cette zone-là. Donc on se rend compte que le micro commence à avoir un rôle qui n'est pas uniquement de capter du son, il a aussi un rôle de synchronisation pour la partie diffusion audio, il a aussi un rôle de synchronisation pour la partie vidéo, pour la partie tracking caméra, donc suivi de la caméra. Donc concrètement, l'amphithéâtre pourrait être utilisé de façon autonome par les utilisateurs, donc on a forcément besoin d'avoir un régisseur derrière qui soit en train de faire le choix de caméra, le choix des presets de caméra, en train d'être avec son joystick et piloter tout ça. Donc le but, encore une fois, c'est de créer des salles automatisées qui soient le plus user-friendly possible. Donc là, dans cet amphithéâtre-là, pour faire du tracking caméra, du voice lift, en produit de chez nous, on utilise les 5 MXA910 qui sont installés au plafond. Il n'y a pas d'enceinte ou autre processeur de chez nous pour cette configuration-là. Le client choisit d'autres produits pour des questions esthétiques et des questions de capacité technologique également. Par contre, on a quand même une solution de micro sans fil de chez nous en MXW qui, encore une fois, est utilisée très majoritairement lorsque l'amphithéâtre est loué à des personnes externes, des personnes qui veulent à tout prix. J'ai un événement TEDx, par exemple, dans mon amphi. Les événements TEDx sont presque toujours faits avec du micro tour d'oreille. Du coup, il faut qu'ils offrent cette capacité-là aux personnes qui viennent louer les salles. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un système de micro sans fil. Dans l'absolu, si l'amphithéâtre était utilisé que pour de l'interne, ils auraient pu se permettre de même pas mettre du tout de micro sans fil. Voilà pour le K6. Et on passe au K7. Petite anecdote Voilà. du K7. Eh bien oui, on en revient toujours à la cassette. Donc ici, c'est le dernier cas et je vous remercie de votre temps. Ça fait déjà 1 heure que nous avons commencé ce webinaire. On ne va peut-être pas s'attarder trop longtemps sur ce cas-là, mais sachez que si vous êtes devant votre ordinateur et que vous devez dispenser des cours devant votre ordinateur, nous avons aussi des petits microphones qui se connectent en USB sur vos ordinateurs et qui feront très bien le travail et permettront de vous proposer un son tout à fait professionnel pour votre voix et pour votre cours. On a donc un échantillon de produits qui se connecte en USB, soit sur votre laptop, soit sur votre ordinateur. Typiquement, le MV5C, c'est celui qui se trouve, la petite boule qui se trouve en bas à droite, MV5C, qui a un mode d'amélioration de la parole via une petite application Shure Motive. Ah oui, Enrique, tu nous montrais le MV5C, magnifique.
Je vais remonter. Et puis le MV51, est-ce que c'est celui que tu as utilisé pour ta présentation peut-être? Donc ça, c'est le MV5C. Vous voyez un petit peu près la taille du produit. Je pense que c'est toujours intéressant de se rendre compte des dimensions du tout. Et pour le coup, moi, aujourd'hui, j'ai effectué le webinar avec un MV51. Hop, donc voilà. Magnifique. Beaucoup chez nous pour une question de design, on l'aime bien, voilà. Et puis, il existe aussi le NV7 qui est directement inspiré de notre micro légendaire du SM7. Vous le voyez sur l'image, c'est le 3e depuis la gauche. Voilà, exactement, le MV7 qui a des sorties USB et XLR. Et il a récemment reçu un prix, le gagnant du meilleur micro USB de 2021. Voilà. Et puis, celui-là est très apprécié par les gens qui font du podcast. On ne va pas faire la traduction en québécois cette fois-ci, c'est un gag interne. Mais enfin, le podcast, Enrique, tu peux nous dire la traduction française, alors du coup. Podcast. Bon, alors voilà. Parce que voilà. La même, des fois, il ne faut pas essayer, tu sais, ouais. Il y a aussi le MV88+, qui, lui, il suffit de lui ajouter un smartphone et puis vous avez un studio audio-vidéo mobile et vous pouvez donc faire de l'enregistrement son de très haute qualité aussi avec ce petit microphone. Et puis donc toujours avec l'application Shure plus Motive compatible pour l'enregistrement et le contrôle des paramètres sur l'écran. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, de nous avoir suivis pour ce webinaire et nous allons tout de suite passer aux questions-réponses. Alors, je ne sais pas s'il y en a. Qui va nous aider. Alors, c'est une première question de David. Alors, je vais lire les questions, on va voir si c'est toi qui réponds, si c'est William qui répond, si on répond de façon commune. Pour l'étude de cas de l'amphi, pas de transmission solidienne vers les deux MXA 710 sur le côté du bureau étudiant. Pas de transmission solidienne. Pas sûr de comprendre le tout. Bon, alors joker pour cette question-là parce que je ne la comprends pas. Je ne sais pas si toi ça te parle ou pas du tout. Non, a priori, on parle ici du cas de l'école de droit en Allemagne. Ouais. C'est parce qu'elle a la transmission solidienne. Bon, joker pour celle-ci, c'est pas grave. Voilà. Alors, question de Marine. Dans quel cas le voice lift n'est pas possible? Hauteur sous plafond, acoustique ou autre? Alors, dans quel cas le voice lift n'est pas possible? William, on va te laisser, je pense, prendre la main là-dessus parce qu'il y a pas mal de contraintes qui sont liées à ça. Je vous ai mis tout à l'heure dans le visuel les mesures minimales qui étaient essentielles dessus. William, si tu es là, je pense que tu peux parler du zoning, etc., pour étoffer un petit peu le tout. Ouais, bien sûr. Alors, pour le voice lift, les cas où c'est pas possible, je dirais deux choses. Je vais vous renvoyer sur notre site web. Si vous allez sur notre site web et vous faites une recherche pour voice lift, vous allez trouver en principal, c'est un white paper qui a été écrit par nos ingénieurs qui décrit vraiment en technique le voice lift et les formules qui peuvent être utilisées pour déterminer, parce qu'en fait, on fait un calcul de ce qu'ils appellent PAGNAG. C'est une comparaison du potential acoustic gain et du needed acoustic gain. C'est une comparaison avec des formules en log. C'est pas très compliqué, mais après, on a aussi il y a un petit fichier XL qui vous permet de faire le calcul assez vite fait. Et en fait, c'est la relation entre la personne qui parle, la distance entre la personne qui parle et son micro, et la distance entre la personne qui parle et les enceintes les plus près, et aussi les distances entre la personne qui vont écouter la personne qui parle à travers les enceintes. Bon, c'est pas très compliqué. Alors, c'est vraiment de la physique, c'est des distances qui doivent être prises en compte. Et après, bien sûr, il y a la partie acoustique de la salle qui va jouer. Dans une salle très réverbérante, ça va être compliqué d'éliminer la possibilité de l'arsène. Ça, c'est toujours un problématique, mais c'est un problématique qu'on aurait même avec un micro-main, par exemple, on passe trop près des enceintes en façade, ben voilà, on a du l'arsène. Alors, il faut prendre en compte cette partie-là, sachant que dans la plupart des cas, dans les amphithéâtres, les écoles vont mettre un petit peu de budget. Il y a souvent un acousticien
qui travaillent parce que en amont dans le design de l'amphi, et l'acoustique est quasiment tout le temps prise en compte dans un amphi. Sinon, ça devient très compliqué pour les étudiants de comprendre ce qui se passe. Alors vraiment, en termes de contraintes, je dirais, il y a la partie acoustique. Après, pour gérer la partie PEG-NEG, en termes de distance et tout ça, ça se fait souvent, on va dire, en termes de zones, le plus de zones en termes de diffusion vis-à-vis les zones de captation, et avec le DSP, ça se gère, quoi. Voilà. Ouais. Pour faire simple, faut qu'on soit sûr que l'endroit où on capte le son, faut pas que ma parole soit restituée par les enceintes au-dessus de moi pour pas créer des boucles en plus. Donc le petit c'est réussir à couper l'amphithéâtre ou couper la salle, couper la pièce en assez de morceaux pour que chaque morceau où je vais venir capter du son, je n'en diffuse pas. Donc ça veut dire forcément du multizone en fait pour la diffusion audio. Ça c'est la contrainte la plus importante. Après, il n'y a pas de contrainte. J'imagine aussi que par rapport à la question qui est posée, la hauteur sous plafond a quand même son importance, parce que si nous sommes dans une salle qui est extrêmement haute, et ben du coup, vous pouvez bien vous imaginer que de l'endroit où vous parlez, et ben forcément que le son sera capté via le haut-parleur qui sera sur vous. Donc en fait, ça c'est un paramètre évidemment à faire très attention. Il faut prendre des haut-parleurs plafond qui soient très directifs pour éviter d'envoyer trop le son sur les côtés. Mais ça, encore une fois, comme disait William, sur notre site web, c'est vraiment très bien documenté. Je vous invite à y aller. Il y a aussi des vidéos de cas clients qui ont mis en place du voice lift qui sont visibles. Donc, ça permet d'avoir pas mal d'éléments intéressants dessus. Il y a une vidéo qui est assez basique dans le bon sens du terme, qui montre le cas d'une étude de cas qui a été faite pour du voice lift aux Émirats arabes, où le client a mis 2 AMIXA et 2 enceintes dans la salle avec un P300, donc le truc le plus léger possible, façon de parler. Et il y a un schéma qui est assez visuel. On pourra vous le renvoyer par la suite si vous le souhaitez, c'est assez parlant. Voilà pour les voice. Alors, nouvelle question de David. Comment le prof donne la parole aux étudiants dans le cadre du 710 fixé sur le bureau des élèves? Ok. Alors, le 710, dans cette configuration-là, en fait, les 2 AMIXA 710 sont uniquement dédiés aux professeurs. Pour les élèves, c'est soit l'élève pose la question de façon très forte, ce qui n'arrive pas comme on sait, soit il y a du micro sans fil qui tourne au niveau de la salle pour les étudiants, pour les modes questions-réponses en fait. Donc le prof, lui, il est en mode main libre, j'ai envie de dire. Par contre, les étudiants, il faut qu'ils continuent, lorsque le besoin se fait ressentir, lorsqu'il est trop loin, à prendre un micro-main pour poser la question. La solution full captation sans micro HF n'avait pas été retenue sur ce projet-là. Ce n'était pas la demande du client. Ouais, et si je peux juste rajouter, parce que je crois que David, il a rajouté un petit peu aussi pour le grand amphi. Dans un grand amphi, si le prof doit gérer la prise de parole des étudiants, typiquement, ça se fait dans un amphi de cette taille-là, il va avoir un automate. Il va probablement avoir une dalle tactile, ou même si c'est juste des boutons, et les lobes qui sont dirigés vers les étudiants peuvent être mutés si le prof ne veut pas que les questions ou les étudiants sont captés. Après, si le prof il donne un cours assez dynamique avec beaucoup d'échanges, ça se fait, il peut ouvrir tous les lobes, que ce soit les siens ou ceux des étudiants, et ça se fait par le mélangeur automatique qui va gérer tout ça, quoi. Exactement. Dans cet amphithéâtre-là, pour info, l'amphithéâtre, il y a 6 couleurs de sièges qui existent dans l'amphithéâtre, et en fait, dans la date tactile du professeur, en gros, il y a bleu, rouge, vert, jaune, violet, violet noir, on va dire, et en gros, la couleur du siège sur lequel l'étudiant est en train de poser la question, quand il lève la main, bah, c'est vert, ok, le prof il appuie sur le vert et ça ouvre le micro uniquement côté vert pour le moment. Donc ça, c'est un des fonctionnements possibles. Encore une fois, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le micro, c'est un élément de la chaîne, et notre façon de répondre aux besoins des utilisateurs, qui est toujours différent, pour nous, c'est juste offrir de la flexibilité sur nos technologies, justement. Il peut fonctionner de 50 façons différentes, charge à l'intégrateur de répondre aux besoins du client en mettant en place la bonne automatisation associée à ça. C'est vraiment de l'intégration au sens propre du terme, hein, pour le coup. Alors, question de Luc. Dans le cas où l'interface IntelliMix Room est installée dans le PC de la salle, le soft est-il protégé par un mot de passe? En fait, on n'est pas sur un software, on est sur une... Alors, je vais te laisser répondre à la tâche à ça, William, ce sera encore mieux. Ouais, IntelliMix Room, en fait, il tourne comme un service sur le PC. Oui, il est protégé par un mot de passe, mais comme il tourne comme un service, il n'y a
qu'un paramétrage possible. Il faut utiliser un autre logiciel qui s'appelle Designer pour paramétrer un Telemix Room. Designer est typiquement installé sur l'ordi du technicien qui va mettre le système en place. Donc, même si un utilisateur pourrait rentrer et voir que le service Telemix Room tourne, il ne pourra pas faire de modifications. En fait, il ne peut même pas arrêter le service. Un utilisateur qui a les droits normaux sur un laptop, qui n'a pas de droit d'administrateur, j'entends, ne peut pas interrompre le service Telemix Room. Il tourne en tâche de fond, il n'est pas accessible, il ne peut rien faire dessus, donc il n'y a pas de plantage lié à l'utilisateur, en fait. Ça ne peut pas arriver, parce que c'est la question assez récurrente qu'on a là-dessus, effectivement. C'est totalement verrouillé, il n'y a pas de mauvaise surprise. Hop, hop. Alors, on revient à la question de David pour la transmission solidienne. OK. Donc là, pour le coup, on la comprend beaucoup mieux parce que j'ai eu des détails dessus. La question est, est-ce que si un étudiant tape sur la table qui est juste derrière avec son stylo, le son est capté par le micro sur la Mixa 710? Alors, la réponse est oui. Forcément, le son est quelque peu capté par le micro, moins que le son du professeur. Ça, c'est logique. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur cette partie de tri, j'ai envie de dire, au niveau audio. Microsoft vient de sortir quelque chose. Différents fabricants sont en train de travailler par rapport à ça pour faire un petit peu de hiérarchisation ou de choix entre ce qui nous intéresse ou pas à récupérer au niveau du son. Là, en l'état actuel, un Mixa 710 qui est fixé dessus, s'il y a un étudiant qui est sur la face avant de la salle, pour le coup, et qui tape sur la table, on va l'entendre sur le site distant. Donc après, comme toujours, chaque technologie a des limites, forcément. Chaque technologie a des contraintes au niveau de l'usage. Donc, quand ils sont en cours de visioconférence, ils pourraient typiquement ne pas utiliser le premier rang. Voilà, vous n'utilisez plus le premier rang, vous n'avez pas cette problématique-là. En tout cas, pour l'instant. Demain, on pourra faire autrement. Oui, bon, si je peux ajouter quelque chose à ce niveau-là, je pense que mes collègues allemands étaient tout à fait conscients de ce cas précis-là. Et puis, je pense que l'intégrateur a installé un matériel isolant entre le microphone et la première rangée de table. Et que, alors oui, on va l'entendre, mais ce ne sera pas non plus une explosion lorsque quelqu'un va taper sur la table. Et pour compléter par rapport à cette série qui pose beaucoup de questions, donc c'est une question de Pascal qui nous demande, alors dans le cas où les deux MXF 710 sont fixés sur la table des élèves, est-ce qu'on capte le son du prof lorsqu'il est face au tableau? Alors bien entendu, et heureusement, le micro ne capte pas que le son de l'orateur lorsqu'il est face au micro. Si le prof est tourné, c'est le cas également avec la MXA 910 de toute façon, si le prof est tourné, on va correctement le capter. On va avoir une captation audio qui va être en fait la captation du reverb de la parole de la personne sur le tableau, mais on l'entend correctement sans contrainte particulière. Michel, est-ce qu'on ne profiterait pas, parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent, mais Christophe est en train de faire le tri, de ce moment-là, pour éventuellement faire écouter le MXA 910 de la salle? Voilà, de celle-ci ici. Alors, je vais peut-être essayer de me connecter ici. Ça me demandera juste un petit instant. Je vais déjà changer ma vue. Je me mets dans la salle. Et puis, maintenant, je vais commencer par muter mon microphone. Ça, c'est bon, c'est muté. On t'entend plus, tout va bien. Alors, pour info, on est dans une salle qui a un peu près... Et voilà, et maintenant, je suis dans la salle de classe. Alors, il faut bien s'imaginer, premièrement, que je suis dans une salle de classe carrée, avec des faces lisses, et puis une paroi vitrée. Et comme vous le voyez derrière moi ici, un grand écran pour que le prof puisse écrire toutes sortes de choses sur le tableau. Enfin, c'est un tableau, c'est pas un écran. Voilà. C'est un cas, je dirais, classique d'une salle de classe qui n'a pas été traitée acoustiquement. Alors, dans ce cas-là, forcément, le micro-plafond va capter un petit peu la réverb de la pièce, c'est clair, mais il faut quand même s'attarder sur l'intelligibilité du son. Donc là maintenant, je vous parle, vous voyez, hein, je vous parle depuis devant, le microphone se trouve à cet endroit-là, ici au plafond, la hauteur au plafond est de l'ordre de 3,50 m. Si maintenant je me tourne contre le tableau et puis je prends un stylo et j'écris allez, Chour sur le tableau, vous continuez à m'entendre, j'imagine, de façon assez correcte. Je peux me promener ici devant dans le cadre des lobes, je dirais, prioritaires. Et puis, évidemment, que si je me déplace un petit peu en arrière et que je me mets à la place d'un élève, eh ben, vous me comprendrez aussi parfaitement bien. Donc voilà, ça c'est bien la caractéristique de ce MXA 910, c'est l'homogénéité
du son dans toute la pièce qui aura été préparé et designé en amont. Point important, je remets encore l'accent dessus, mais on est vraiment dans une salle où l'acoustique, sans aucun étudiant, est relativement moyen. On va dire ça comme ça. Donc, il faut aussi prendre en compte le fait que la salle est complètement vide. Au niveau de la qualité, ça a forcément un impact sur la partie acoustique. Oui, c'est vrai que tu fais bien de le préciser, mais il faut quand même le signaler aussi que la plupart des salles de classe ne sont pas traitées acoustiquement. Et par conséquent, ici, on peut quand même bien se rendre compte de l'intelligibilité parfaite du signal. C'est la vraie vie. C'est un cas client, c'est pas un showroom, comme je dis souvent. Exact. Alors, nouvelle question. Question de Luc. Y a-t-il un voyant qui indique si les micro-plafonds sont actifs ou en mute? Bien entendu, on a un voyant qui est disponible sur l'ensemble de nos micros, un voyant qui est paramétrable au niveau des couleurs. Là, vous avez une plateforme de couleurs assez étendue dessus. On va, quand il y a possibilité de savoir si le micro est utilisé ou non, si le micro est en appel ou non. Donc le standard, après, c'est le vert et rouge que tout le monde connaît, mais vous pouvez faire un peu comme vous le souhaitez. Donc là, le micro est vert, c'est-à-dire qu'il renvoie le signal audio dessus, par exemple. Après, typiquement, comme le micro est certifié, si jamais vous mutez votre Teams, la LED va passer au rouge sur le micro. Donc, le professeur qui est présent physiquement en salle a toujours moyen de savoir si oui ou non le micro est en cours d'utilisation, en fait. J'ai juste pas fini. Ah, bientôt. Alors, Voilà. comment éliminer le bruit d'un projecteur bruyant? DSP. Donc, concrètement, donc le DSP, c'est toute l'intelligence qui va être amenée pour faire un petit peu de traitement au niveau audio, aussi bien le mélange que l'anti-écho. Et on a aussi une partie noise reduction. Donc, en gros, on a un algorithme qui nous permet de limiter les bruits ambiants, voire d'inhiber complètement les bruits ambiants. Juste pour rappel, la fonction DSP, elle est intégrée dans IntelliMix. IntelliMix, vous l'avez soit directement dans les micros pour les mixer à 910 et 710, soit vous l'avez dans le P300, soit vous l'avez dans la fameuse licence Windows 10 qui s'appelle IntelliMix Room. Donc, il suffit d'activer cette fonctionnalité-là, en fait, qui est le noise reduction. Vous avez un réglage dessus qui permet de le mettre en niveau bas, moyen ou élevé. En fonction du besoin, vous choisissez le réglage qui vous convient le mieux. Malheureusement, je vais dire, ou heureusement, il nous arrive très régulièrement d'avoir des MXA 910 qui soient collés au vidéoprojecteur. On fait beaucoup de démos pour démontrer ça. Et le site distant n'entend clairement pas du tout le vidéoprojecteur. On est vraiment là pour inhiber ces fréquences-là. Et on apporte un confort au niveau de l'écoute pour les sites distants qui ne sont pas parasités par ce brouhaha ambiant. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ça s'appelle le noise reduction et c'est intégré en standard dans tous les DSP de Shure. Voilà pour ça. Alors, taille maximale d'une salle en mètres carrés. J'ai vu que Christophe a déjà répondu, mais je pense que c'est quand même intéressant qu'on partage dessus. Donc, le MXA 910, quand il est en out of the box, par défaut, il capte 9 mètres par 9 mètres. Donc, on peut monter jusqu'à 80 mètres carrés. MXA 910 en position centrale, 4,50 m de l'un, 4,50 m de l'autre. C'est un gros carré comme ça. Après, en fonction de l'acoustique de la pièce, on ne recommande pas forcément de prendre un MXA pour 80 mètres carrés. Il y a des cas où il faut plutôt prendre un MXA pour 50 à 60 mètres carrés. Voilà, donc en gros, c'est acoustique un peu compliqué ou normal, je vais dire 50 à 60. Bonne acoustique, on peut monter jusqu'à 80 sans problème. Donc la distance max entre le micro et les personnes, comme vous l'avez compris, 9 mètres par 9 mètres. Donc c'est grosso modo entre le micro et l'orateur le plus loin, à peu près 4,50 mètres. Pour que ce soit crédible. William, est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus ou Michel pour la dimension? Non, pas spécialement, c'est juste ce que tu as dit. Tu as combien d'MXA dans cette salle, toi, Michel? Moi, j'en ai un. T'en as un. J'en ai un, absolument. Bon, nickel. Eh bien, écoutez, je pense que c'est bon pour les questions-réponses du jour. De toute façon, s'il y en a d'autres, vous connaissez le contact, on est joignable soit par une adresse mail générique, contact @. Alors, l'adresse générique, je vais te laisser, Christophe, le soin de la partager parce que j'ai peur de dire une bêtise comme on a changé d'adresse mail il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus si c'est .fr ou .com, mais je pense que c'est .com. Mais je demanderai à mon ami Christophe de le mettre dans le chat pour pas dire de bêtises là-dessus. Et après, vous pouvez nous contacter pour ceux qui nous connaissent, soit sur le mobile directement, soit par l'intermédiaire de LinkedIn ou autre. On a aussi notre site web qui permet de faire ça. Pour la partie contact. Voilà pour aujourd'hui. Je vais te laisser conclure. Du coup, Michel, si tu veux bien. Oui, merci bien, merci beaucoup. Nous avons largement dépassé le temps alloué à cette conférence, donc j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout et que ça vous a plu. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous accueillir sur ce webinaire pour les solutions audio
pour l'éducation à l'heure de l'enseignement hybride. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sans autre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify, où nous avons des playlists avec les artistes avec lesquels nous collaborons. Notre chaîne YouTube, Shure France, bien sûr, sur laquelle vous trouverez notamment, enfin, vous trouverez l'enregistrement de ce webinaire, mais vous trouverez également les autres enregistrements des autres webinaires et des vidéos très intéressantes, comme par exemple celui que vous avez fait en France, quel Shure MXA pour votre salle. Vous pouvez vous rendre compte des possibilités de nos microphones plafond MXA. Nous vous souhaitons une excellente continuation et nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochain webinaire. Merci beaucoup et au revoir. Merci à tous, au revoir.